Bonjour et bienvenue à l'actualité de la télévision rwandaise. Donc, chaque année, le 21 septembre, l'Organisation des Nations Unies invite les peuples du monde entier à célébrer la Journée internationale de la paix. Le thème de cette année est « Faisons germer une culture de paix » dans un monde aux prises avec les conflits, les inégalités et les discriminations. Les Nations Unies appellent le monde à s'efforcer de promouvoir le dialogue, l'empathie et les droits humains pour toutes les personnes. Le Rwanda s'est joint au reste du monde pour célébrer cette journée sous le thème « Le rôle de chaque individu dans la culture rwandaise » qui impose donc à tous de promouvoir la paix. Le ministre de l'Unité nationale et de l'engagement civique, Dr Bizimana Jean Damascène, a rappelé aux jeunes qu'ils doivent avoir les valeurs d'entraide, aussi bien au moment de joie que celui de la douleur, faire preuve de solidarité et de se rappeler que le Rwanda s'est reconstruit sur son triste passé du génocide perpétré contre les Tutsis en 1994 et que le pays s'est engagé à aider les autres nations à contribuer au rétablissement de la paix dans d'autres pays, notamment au Mozambique, en République centrafricaine et ailleurs. Le chercheur et directeur général de l'IRDP, le professeur Sylvestre Nzahaganayo, a souligné que même si le Rwanda est en paix, certaines menaces pèsent encore sur la culture de la paix, notamment les conflits familiaux, l'alcoolisme, le concubinage, l'exclusion de l'autre conjoint dans la prise de décision familiale. La Journée internationale de la paix est une opportunité pour nous de réfléchir ensemble avec les jeunes le parcours que nous avons fait comme un pays pour rétablir la paix au Rwanda. La paix, ce n'est pas un cadeau. La paix est acquise. Et dans notre pays, selon l'histoire, les gens ont versé du sang pour cette paix. C'est pourquoi nous devons toujours prendre du temps pour voir ensemble les obstacles à la paix, ce qui va à l'encontre de la paix. Et l'opportunité comme celle-ci, la Journée internationale de la paix, nous aide effectivement à faire cette réflexion-là. Aujourd'hui, nous avons beaucoup plus réfléchi sur le thème de promouvoir la culture et de la paix. Ça, c'est le thème général. Mais au niveau national, nous avons pris le thème de promouvoir la paix en utilisant les valeurs et les tabous de notre culture. Et dans la présentation que j'ai faite aujourd'hui, j'ai bien montré que, en fait, toutes les valeurs de notre culture s'alignent ou bien ont pour but de promouvoir la paix. Donc les valeurs comme telles ne sont pas là pour elles-mêmes, elles sont pour la paix. Considérez par exemple l'amour de la patrie. L'amour de la patrie. Eh bien, quand vous aimez la patrie, vous êtes dédié à la paix. L'unité. L'unité est en fait de compte orientée vers la paix. Quand vous aimez la division, il n'y a pas de paix. Le travail. Lorsque vous aimez le travail aussi, vous êtes encore sur la route de promouvoir la paix. Ce que nous avons appelé Ubupfura, c'est aussi vraiment la noblesse, c'est en fait de compte orienté vers la paix. Donc toutes les valeurs de notre culture sont orientées vers la paix. Et l'histoire montre que aussi longtemps que nous avons donné une place spéciale aux valeurs de notre culture, aussi longtemps que nous avons respecté nos valeurs de la culture, nous avons eu la paix. Et aussi longtemps que nous avons négligé, déposé, mis à côté les valeurs, nous avons fait l'expérience du conflit, de la division et de la guerre qui a en fait de compte culminé dans le génocide. Et donc c'est un message aujourd'hui très fort de dire nos jeunes, retournez encore aux valeurs, retournez aux tabous de notre culture parce que ce sont ces tabous-là et ces valeurs qui nous permettent d'établir la paix. On continue avec l'actualité pour parler donc au cours d'une session ce vendredi de formation destinée aux membres des comités de lutte contre la corruption de diverses institutions et organisations à travers le pays. Le bureau de l'Ombudsman a réaffirmé sa vision de faire du Rwanda l'un des 5 premiers pays du monde exempts de corruption et d'injustice à l'horizon 2050. Les détails, c'est avec Patrick Nilitandi. Les représentants des comités de lutte contre la corruption des diverses institutions et organisations à travers le pays se sont réunis à Kigali pour une session de formation visant à renforcer la responsabilité face à la corruption, un mal qui ronge de nombreuses sociétés à travers le monde. Il s'agit notamment de prévenir la corruption et l'injustice, ainsi que d'identifier tout signe ou faille au sein des institutions qui pourraient indiquer des pratiques de corruption. ingamba mpavanye nuko nyuma y'ano mahugurwa
Les stratégies que j'ai apprises lors de cette formation et que je prévois de mettre en œuvre dans notre institution consistent à identifier les failles au sein des NCST et à élaborer des solutions pour combler ces lacunes. Je pense que cette approche profitera grandement non seulement à notre institution mais aussi au pays dans son ensemble. La première priorité est la prévention, c'est-à-dire empêcher la corruption de se produire ou de se propager sur nos lieux de travail. Une fois que les gens prennent conscience des lacunes existantes, ils peuvent surveiller et évaluer si une forme de corruption est présente dans leurs institutions. Lorsque les lacunes sont identifiées, il devient plus facile de signaler les personnes impliquées dans des activités de corruption aux autorités compétentes. Les médiateurs adjoints chargés de la prévention et de la lutte contre la corruption, l'honorable Moukama Abbas, a souligné que de telles campagnes sont des outils essentiels dans la lutte en cours contre la corruption. Il a noté que l'objectif ultime est que le Rwanda reste parmi les premiers pays exempts de corruption au monde. Muri East Africa, tumaze imyaka itanu tuba aba mbere. Muri Afrika dufite umwanya wa kane mu bihugu 53. En Afrique de l'Est, nous occupons la première place dans la lutte contre la corruption depuis bientôt 5 ans. En Afrique, nous nous classons 4e sur les 53 pays du continent. Et au niveau mondial, nous sommes 49e avec un score de 53%. Cependant, ce n'est pas là que nous souhaitons être. Dans le cadre de la vision 2050, notre objectif est d'atteindre au moins le top 5 mondial. Même si nous ne le verrons pas de nous-mêmes en vieillissant, la jeune génération jouera un rôle clé pour que cela se réalise. Au Rwanda, tout est possible. C'est pourquoi nous avons créé des comités de lutte contre la corruption pour garantir que cet objectif soit atteint. Chaque Rwandais a la responsabilité de contribuer à cette mission. Divers rapports mondiaux indiquent que la corruption et l'injustice au Rwanda ont régressé de manière significative, même si des défis importants demeurent. Ces rapports mettent fréquemment en évidence des cas où les autorités locales, les ministères publics, le système judiciaire des établissements d'enseignement et le secteur privé sont impliqués ou accusés d'avoir accepté des pots de vin, que ce soit sous forme d'argent, de valeurs basées sur le sexe, du favoritisme ou d'avantages personnels. Place maintenant à la santé pour parler de la Société rwandaise des obstétriciens et gynécologues qui a organisé sa 10e conférence scientifique annuelle à l'hôtel de Marriott du 18 au 20 septembre. Donc, cette institution, avec diverses organisations professionnelles de la santé, des sociétés civiles, des institutions de recherche et des entités gouvernementales et non gouvernementales, ainsi que des institutions universitaires pour faciliter ou contribuer à l'expansion et au renforcement de la couverture sanitaire universelle pour toutes les femmes et les filles au Rwanda. Le thème principal de la 10e conférence scientifique annuelle était de donner au personnel de santé les moyens de faire progresser la santé des femmes et des filles. Les experts médicaux qui ont participé à la session de ce vendredi ont montré qu'il est important de prendre soin de la santé des femmes car celles-ci font partie de celles qui font progresser la société lorsqu'elles sont en bonne santé. Les femmes sont au centre de tout. Donc, c'est important pour nous qu'on puisse essayer de responsabiliser les gens pour que les femmes prennent un peu plus, qu'ils montrent que leur santé soit meilleure, que les soins soient meilleurs, qu'on les voit partout dans la sphère publique. C'est ce qui arrive au Canada, ce qu'on aimerait qu'il arrive aussi un peu à l'extérieur, c'est de plus en plus de femmes. Donc, comme notre but, c'est vraiment améliorer la santé de la femme, donc c'est pour ça que globalement, c'est la même chose. C'est ça qu'on veut faire ici au Rwanda avec vous. Pour nos conférences, on porte une grande attention au fœtus et à la maman. La première chose qui nous préoccupe, c'est réduire la mortalité maternelle. C'est aussi réduire la mortalité néonatale. Les enfants qui naissent et meurent
le nombre doit diminuer. Et le nombre diminue parce que on sait d'avance l'enfant qu'on va accueillir, l'enfant a été suivi et à la naissance, on examine l'enfant, c'est-à-dire que les gynécologues avec les pédiatres, néonatologues se mettent ensemble pour essayer de donner une bonne vie à ce fœtus qui vient de naître. Et donc, la réduction de morts maternelles, la réduction aussi des morts néonatales, ça c'est très important. Mais ceci dépend justement de la surveillance à partir de la conception. Et depuis que nous avons ces technologies qui nous aident, depuis que les femmes peuvent venir en consultation de suivi, chaque année, il y a une réduction considérable. La conférence donc, de cette année a offert une plateforme exceptionnelle pour partager des connaissances, discuter des dernières recherches et collaborer sur des approches innovantes pour relever les défis auxquels la société est confrontée. On continue pour parler donc du district de Nyamasheke pour les membres des comités exécutifs des villages et des cellules opérant autour du parc de Nyungwe dans les districts de Rusizi et Nyamasheke qui ont commencé à visiter ce parc afin de découvrir ses merveilles. Ces derniers s'engagent désormais à sensibiliser la communauté locale, à mettre un accent sur la préservation du parc de Nyungwe en luttant contre les activités nuisibles à son écosystème. La beauté du parc de Nyungwe, en particulier le pont connu sous le nom de Canopée, a offert une expérience inoubliable aux habitants des environs. Jusqu'à présent, beaucoup d'entre eux n'avaient jamais eu l'occasion de découvrir plusieurs facettes du parc. Ils décrivent cette visite comme la réalisation d'un rêve. Ntarota ndahantu hameze gutya ariko sinsobanukirwa hariho. Je rêvais de venir ici et aujourd'hui je suis heureux car mon rêve s'est réalisé. En plus, je ressens un vrai changement en moi. Je suis rempli de joie et tout cela grâce à la bonne gouvernance. Je tremblais, j'avais le vertige, mais ils m'ont rassurée et j'ai pu traverser le pont. Je suis très heureuse et j'ai envie d'y retourner. Voir le parc de leurs propres yeux et apprendre son importance à travers des explications claires les motive à mieux le protéger et à lutter contre toute forme de dégradation car certains continuent encore de l'endommager de différentes façons. J'entendais souvent parler de ce pont et me demandais quand je pourrais marcher sur le canopé. Maintenant, c'est fait. En rentrant à la maison, nous allons expliquer aux autres l'importance de protéger le parc et de valoriser son écosystème. usibye kuyikoreramo icyo gihe twarimo twangiza ibyo biti biyigize ndetse En plus de participer à certaines activités, la visite m'a permis de découvrir d'autres aspects du parc. J'ai même vu des traces qui montrent qu'il y avait autrefois des éléphants ici. Je suis donc motivée à sensibiliser mon entourage pour que nous renoncions tous aux pratiques nuisibles du parc de Nyungwe. bikwiriye gucika kandi bikavaho burundu. Kabalisa Prosper, responsable de la coordination entre le parc de Nyungwe et les communautés locales, indique que depuis que différents groupes ont commencé à visiter le parc et à en apprendre davantage sur ses merveilles, les activités nuisibles ont nettement diminué. Il croit également que la sensibilisation continue aux habitants va contribuer à éliminer ces pratiques nuisibles. Aujourd'hui, beaucoup de gens comprennent mieux ce qu'est le parc national de Nyungwe. Les mauvaises pratiques qui menaçaient le parc ont diminué, ce qui est très important. La chasse a diminué, comme le confirment ceux qui détectent les pièges. Il n'y a plus d'incendies qui brûlent ou endommagent le parc comme avant. On observe des changements positifs grâce à l'initiative d'inviter avec facilitation les gens à visiter le parc selon différentes catégories. Plus de 400 membres de comités de village et cellules provenant de 5 secteurs du district de Rusizi et de 7 secteurs du district de Nyamasheke visiteront le parc national de Nyungwe durant toute cette semaine. Cette visite s'inscrit dans un programme visant à les sensibiliser à l'importance du parc en commençant par les autorités au niveau des instances de base. Des universités et institutions d'enseignement supérieur ont souligné que la technologie des téléphones mobiles doit être prise en compte pour favoriser le développement du continent africain. Ils ont fait cette indication donc, lors d'une conférence de 2 jours qui les a rassemblés à Kigali. Suivons les détails.
Isabelle Gracien, étudiant de l'Université de technologie et des arts de Byumba, a développé une application permettant aux habitants d'éteindre ou d'allumer tous les appareils électriques en utilisant un téléphone mobile par le biais de l'envoi d'un message. C'est un projet qui permet de contrôler les appareils électriques couramment utilisés à la maison via un téléphone. En envoyant un message, on peut les allumer ou les éteindre. Pour cela, il faut un téléphone avec une carte SIM enregistrée sur un numéro. Je compose un message programmé et je l'envoie sur ma carte SIM. Ce message atteint ensuite les interrupteurs et les prises où sont branchés des appareils comme le réfrigérateur ou le ventilateur. La technologie présente dans les téléphones mobiles et les ordinateurs est l'un des sujets de discussion des représentants des universités et institutions d'enseignement supérieur des pays membres de la communauté d'Afrique de l'Est, selon le professeur Kisangiri Michael, enseignant à l'Université panafricaine des sciences et de la technologie Nelson Mandela en Tanzanie. Les infrastructures insuffisantes et le coût élevé de l'Internet empêchent une utilisation parfaite de la technologie des téléphones mobiles. Le directeur de l'Université de technologie et des arts de Byumba, le père Gilbert Monana, qui accueille cette conférence internationale pour la deuxième fois, affirme que la rencontre entre les enseignants universitaires et les chercheurs pour échanger des idées sur la technologie devrait aboutir à des résultats fructueux. Nous voulons réfléchir sur le rôle de la technologie dans le développement durable. Et vous savez qu'aujourd'hui, le téléphone mobile, la téléphonie mobile joue un grand rôle dans différents services. Vous savez, aujourd'hui, vous pouvez accéder à différents services à part votre téléphone. Au Rwanda, par exemple, on n'a pas besoin d'aller dans différents bureaux pour avoir son passeport, dans différents bureaux pour avoir sa carte de naissance. Et il suffit que vous ayez votre téléphone, il suffit que vous ayez connaissance à certaines applications et que vous pouvez avoir votre service depuis votre maison. Et cette conférence est une nouvelle manière de donner conscience à différentes personnes et l'importance de ces technologies que nous trouvons dans les différentes applications, tellement que, par exemple, que ce soit dans les computers, que ce soit dans les téléphones, que ce soit aussi dans d'autres outils qui sont dans des machines mobiles ou immobiles et immovables qui peuvent nous inspirer. Et à partir d'eux, nous pouvons aussi avancer quant au développement du pays, quant au développement de East Africa, quant au développement de l'Afrique et du monde entier. Et donc cette conférence est une très belle opportunité pour comprendre cela. Le gouvernement rwandais fournit des efforts dans le développement de la technologie, en particulier dans le secteur de l'éducation. Cette conférence réunissant les représentants des universités et institutions d'enseignement supérieur va durer 2 jours, pendant lesquels les participants échangent des idées sur les défis à relever et les actions à entreprendre pour faciliter l'accès et la diffusion des technologies de communication pour les utilisateurs et ceux qui en ont besoin. Depuis mardi dernier, le Rwanda a débuté la campagne de vaccination de Mpox pour le personnel de santé, ceux qui font donc le commerce transfrontalier et ceux des autres catégories les plus exposées à la maladie. Le ministère de la Santé au Rwanda indique que depuis l'apparition de la maladie au Rwanda en juillet dernier, donc 6 personnes en contact Mpox. Le porte-parole du ministère de la Santé, Julien Mahoro, revient sur les détails sur donc, le déroulement de cette opération. Enregistré notre premier cas de Mpox le 27 juillet 2024 et par la suite on a enregistré 2 nouveaux cas mais ces 4 cas ont sorti de l'hôpital parce qu'ils ont guéri et maintenant on a 2 nouveaux cas qui sont sous surveillance médicale dans nos hôpitaux. Et voilà, donc on pourrait dire qu'au total, on a enregistré 6 cas de Mpox qui sont confirmés. Et pour le moment, les 2 de ces 6 sont seulement sous surveillance médicale. Je pourrais même dire que tous les 6 cas
ont eu une histoire de voyage. Il y a certains qui venaient de la République démocratique du Congo, il y en a un qui venait du Burundi. Donc, c'est des cas qui sont importés dans le pays, mais qui ne sont pas des cas très malades. Donc, ils ont des symptômes et ils ont quand même été confirmés comme des cas de Mpox. Mais ils vont bien, ils sont sous surveillance médicale. On espère que d'ici peu, ils seront sortis de l'hôpital et que la vie va continuer pour eux. C'est vrai que le Rwanda a commencé une campagne de vaccination pour pouvoir renforcer d'autres mesures de prévention qui sont déjà en place. Et donc, au départ, on va vacciner, nous allons vacciner 10 000 personnes et qui sont des travailleurs dans le secteur de l'hôtellerie, des gens qui travaillent à l'hôpital et aussi des gens qui sont dans le commerce régional, qui voyagent entre les pays pour pouvoir de façon stratégique empêcher qu'ils puissent attraper le virus et le transmettre à d'autres personnes. Donc c'est une décision qui vient pour renforcer les mesures de prévention qui sont déjà en place, mais aussi pour aider à ces groupes-là de ne pas avoir la maladie. Donc on va continuer à observer d'autres mesures, on va continuer à observer les mesures de prévention qui sont en place et donc on va continuer comme ça. On a commencé avec 10 000 personnes parce que on a travaillé avec des grandes associations de ces gens. C'est-à-dire que si on est en train de vacciner des gens qui travaillent à l'hôpital, on a travaillé avec l'administration des hôpitaux et le secteur de la santé pour pouvoir identifier des gens au départ qui vont recevoir les vaccins. Et donc, il est tout à fait visible qu'on avait besoin de vacciner ces gens-là. Mais dans le futur, si jamais il y a besoin de vacciner beaucoup plus de personnes, on va encore mobiliser d'autres vaccins pour élargir les gens qui vont être vaccinés. C'est pas parce que le nombre de vaccins n'est pas suffisant qu'on a choisi 10 000 personnes. C'est juste qu'on a fait une décision qui est stratégique pour ces gens-là, 10 000 personnes. Voilà, c'est par ici que prend fin l'édition d'aujourd'hui. Merci à vous tous qui étiez au rendez-vous d'actualité. Vous étiez avec Amandine Dikouma-Sabo. À la prochaine et d'ici là, portez-vous bien.